Le plus gros problème quand on commence la prospection, quand on veut trouver ses premiers clients, c'est le mindset, c'est ce qu'on a dans la tête, et notamment le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome qui nous empêche de passer à l'action parce qu'on a peur d'être démasqué par le prospect, qui va se rendre compte de notre manque de légitimité, notre manque d'expérience. Mais tout ça, c'est une construction du cerveau. Et aujourd'hui, j'accueille Pascal, qui est coach mindset depuis plus de 15 ans. Il est préparateur mental pour des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, et aujourd'hui, il va venir nous expliquer ce qu'est concrètement le syndrome de l'imposteur et surtout comment s'en débarrasser. Donc merci à Pascal d'être venu aujourd'hui, on va le retrouver dès maintenant. Bon Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Pascal, t'es coach mindset depuis plus de 15 ans maintenant, t'es préparateur mental pour des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des salariés qui veulent aller chercher la performance. Et aujourd'hui, écoute, j'aimerais que tu m'aides avec un gros sujet, le sujet du syndrome de l'imposteur. Parce que, alors, je parle très peu de mindset sur cette chaîne. Toi, t'es un expert de mindset, t'es aussi coach dans AGS, tu accompagnes des freelances et des agences et t'as d'excellents résultats avec tous ces gens que tu aides. Je t'ai vu débloquer des croyances limitantes, je t'ai vu débloquer des mindsets de façon incroyable et ultra rapidement dans AGS. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on creuse le sujet du syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai plein de sujets mindset que j'ai envie d'aborder avec toi, j'espère qu'on fera de nombreuses vidéos, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient très souvent, que l'on croise très souvent, surtout sur tout ce qui est lié à la prospection. Alors, je sais pas si toi aussi, en tant que coach, tu l'as ressenti, mais j'ai l'impression que dès qu'on parle de prospection, eh ben, on commence par se heurter à un syndrome de l'imposteur avant d'arriver à des résultats. Donc, est-ce que tu es chaud pour qu'ensemble, on vienne comprendre ce que c'est le syndrome de l'imposteur et surtout comment l'éliminer? Super chaud, merci Valentin pour l'invitation, super chaud pour en parler et pour en finir avec ce syndrome qui peut pourrir la vie de beaucoup de gens, en effet. Bah ouais, non, carrément. Et tiens, je profite de faire un disclaimer que tu m'avais demandé parce que c'est vrai que quand on parle de mindset, on parle d'état d'esprit, on parle aussi de santé mentale. Et un point qui est important, c'est que tu n'es pas médecin, tu es coach avant tout. Et donc ici, bien sûr, quand on parle de mindset, on peut toucher à des sujets un peu sensibles, comme par exemple tout ce qui est burn-out, etc. Alors, on n'est pas dans ce contexte ici. Ici, on parle de mindset pur et tu es coach, tu n'es pas médecin. C'est un disclaimer qu'on tenait à mettre au début de cette vidéo. C'est carré pour toi? Super. Très cool. Ouais, déjà, tu me confirmes que toi aussi, tu le croises souvent, le syndrome d'imposteur, chez les coachés que tu accompagnes, surtout avec la prospection? Ouais, je le vois très très souvent et tu vois pas plus tard que cet après-midi où j'ai donné un coaching, il y a eu un gros syndrome de l'imposteur au moment où il va falloir que le coaché parte en prospection. Là, tu sens un haut le cœur et il dit, Chou, je sais pas si je me sens capable. Donc on le sent très très souvent dès qu'en fait on va sortir de notre zone de confort et être dans l'inconnu, on le sent énormément. Ouais, effectivement, c'est un vrai frein, c'est un vrai frein. C'est vrai, hein. Et puis c'est soudain, parce que je vois plein de gens qui sont ultra motivés, qui veulent l'argent, les résultats, la vie d'entrepreneur, et à l'instant de passer à l'action, ça les prend et ça leur remplit la tête, ça les paralyse. Ouais, et exactement parce que en fait ce syndrome il est un peu vicieux parce que on est au départ super motivé pour un projet, super excité et au moment où on arrive à on va dire un point de bascule et qui nous fait sortir de cet inconfort-là, on nous prend, ça revient en pleine face, en fait, toute notre expérience personnelle, toute notre expérience culturelle, et on se dit, est-ce que je vais en être capable? Et en vrai, ça dépend un peu de tous ces traits de personnalité. Et quand on se retrouve devant, il y a un gros manque de légitimité. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un manque de légitimité. C'est, on va dire, une façon de ne jamais accepter qu'on est capable de réussir. Alors, c'est pas une maladie mentale. Hein, qu'on soit bien clair là-dessus, mais c'est vraiment un mécanisme de pensée, tout même un mécanisme de défense qui va nous pousser en fait à douter de nos compétences. C'est vraiment cette impossibilité qu'on a à s'attribuer les mérites de la réussite. Et donc du coup, quand on se retrouve à aller par exemple à aller prospecter, qu'on n'a jamais fait ça ou qu'on se sent pas qu'on a un mauvais a priori, parce que c'est souvent lié à des a priori, hein, on fait une interprétation de ce qui va se passer et du coup eh ben, on se dit, bah merde, je vais me faire démasquer. En fait, je suis pas fait pour ça. Et puis, on a l'impression qu'on est un imposteur. C'est-à-dire, pourquoi je vais aller prospecter une entreprise et pourquoi elle va avoir besoin de mes services alors que moi, je suis tout petit, je suis rien du tout, je viens de commencer, etc. Et il y a plein de trucs comme ça qui viennent dans la tête. Et on a ce sentiment de tromper, en fait, d'être un imposteur. Vraiment de porter un masque là-dessus. C'est vrai, hein, pour citer quelques exemples de syndrome de l'imposteur, moi j'ai souvent entendu le fait que pourquoi est-ce que ce prospect qui fait 3 millions de chiffre d'affaires m'écouterait, sachant que moi je fais pas encore d'argent, pourquoi ce client qui semble avoir 50
50 ans m'écouterait alors que moi j'ai 25 ans. Quand je vais y aller en physique ou quand je vais l'appeler, il saura que je l'ai jamais fait et il m'écoutera pas. Tu vois, c'est vraiment effectivement, c'est de la comparaison et j'aime bien ton idée de la peur d'être démasqué. C'est typiquement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a une force sur Internet, c'est qu'on peut faire croire qu'on est grand alors qu'on est tout petit. Hmm. C'est un peu la force d'Internet. Donc, quand on est derrière son écran, qu'on a son super site, son machin, qu'on fait croire qu'on peut donner des résultats, des machins, enfin qu'on fait croire, et c'est possible, hein, tout à fait. Quand on se confronte en fait à la réalité, entre ce qu'on a mis en vitrine, par exemple sur son site ou sur sa com, sur ses réseaux, et en fait on se dit inconsciemment, finalement, tout ce que j'ai mis là, je l'assume pas. On se met ce masque sur Internet et en gros, si j'y vais en vrai, les masques ils vont tomber. Et va s'apercevoir, j'ai 19 ans, en fait, c'est ma première boîte. J'ai pas encore fait de chiffre d'affaires, etc. Et là, on se décompose littéralement parce qu'on pense que l'autre va penser ça. Alors en vrai, dans la vérité, c'est juste une interprétation. C'est sa vérité à lui, mais celle du prospect en face, ça se trouve, il est complètement à l'opposé de ça, tu vois. Bah ouais, lui, le prospect en face, d'ailleurs, il sait même pas encore qui va être prospecté. Et puis, s'il se fait prospecter par un jeune de 20 ans, 22 ans, 25 ans, il a probablement pas d'a priori en réalité. Et juste pour rebondir sur un truc que t'as dit, c'est drôle parce que c'est un cas que j'avais jamais consciemment réalisé, mais qui est très vrai ce que tu viens de dire, c'est que la plupart des gens qui ont un gros syndrome de l'imposteur, quand tu regardes par exemple leur site web, et j'en ai eu pas mal des cas comme ça dans un GS, c'est des gens qui sur leur site web alors ne parlent pas à je, mais parlent à on pour donner l'impression d'une équipe, parfois ont inventé une équipe complète de 5, 6, 10 personnes. J'ai vu des cas assez costauds où ils se sont dit, vas-y, plus c'est gros, plus ça passe. Ils se sont créés une équipe de 10 personnes, ils se sont créés 500 clients, alors qu'en réalité, ils n'avaient pas encore signé le premier client. Et c'est vrai que du coup, si tu te crées toute une carapace comme ça, entièrement fausse, bah ça doit être super dur psychologiquement derrière d'aller prospecter et de trouver ton premier. Ouais, exactement. Bah ouais, parce qu'en fait, en vrai, t'es pas aligné avec ça. Non. T'es pas aligné avec ce que tu fais croire. Et ça, c'est une des choses, en tout cas, que moi, je déconseille, en tout cas, que je suggère de pas faire. C'est assume, en fait, que t'es tout seul. Assume de parler à je, c'est pas très grave. On s'en fout que tu sois une agence de 10 personnes. À la rigueur, il y a même d'autres avantages d'être tout seul. T'es plus flexible, t'es plus réactif. C'est pas le problème. Franchement, quand on se fait prospecter, et toi aussi, t'as dû te faire prospecter, est-ce qu'on se dit, ah bah merde, il est tout seul, ah bah ils sont 10, ah bah non, en fait, si tu viens, qu'il y a un vrai besoin, une vraie problématique, que toi, t'es capable d'apporter cette solution-là, que t'aies 19, 20, 30 ans, 50 ans, que tu sois seul, accompagné, si tu règles mon problème, j'ai envie de te dire, Bah ouais. ça m'est égal, quoi, tu vois. Ouais, 100%. Et puis c'est drôle parce que, tu vois, on a interviewé il y a pas si longtemps Alex, qui fait partie de l'équipe, qui est coach également, qui raconte, et qui a une agence, et qui racontait que son tout premier client, c'est une boîte qui faisait, je sais plus, c'était 5 ou 10 millions de chiffre d'affaires, mais des millions et des millions de chiffres d'affaires. Et justement, ça, c'est le truc que les gens lui font le plus remarquer, c'est, oh, comment t'as fait pour oser aller voir une boîte qui fait 10 millions quand tu démarres? Et justement, c'est drôle. Ça veut dire que ce que tu dis là, c'est que le syndrome de l'imposteur, il vient notamment de la comparaison? Ouais, entre autres, ouais, la comparaison, c'est quelque chose de terrible, la comparaison, parce que, bon, on les connaît tous, les super vendeurs, les super commerciaux sur les réseaux. Je pense, par exemple, à Enzo, qui est super fort. Il y a Bastien aussi, Pélissier? c'est Pélissier, non? Ouais, Pélissier, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a Bastien Pélissier aussi, et quand on les voit, on se dit, ah, ça a l'air trop facile et tout, mais après, tout de suite, on se dit, ah, mais ils ont de l'expérience, mais moi, jamais j'oserais faire ça. Ah, mais en fait, j'enregistre mon approche, je me réécoute, je me dis, ah putain, mais j'ai rien à voir avec eux, je suis pas assez bon, etc. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Je me compare. Je me compare pas à n'importe qui, je me compare, on va dire, aux meilleurs, on va dire, si on simplifie. Ouais. Mais avant eux d'arriver là où ils en sont, bah, ils ont démarré comme toi, au niveau 1, en fait. Donc, c'est normal qu'au départ, ton approche, elle soit imparfaite. C'est normal qu'au départ, tu vas peut-être bégayer, etc. Mais c'est au fur et à mesure d'en faire que tu vas progresser. Et si tu te compares tout le temps au meilleur, en fait, jamais tu bouges. Celui qui se compare à Zidane, bon, moi j'ai une vieille référence Zidane dans le foot, mais tu te compares à Zidane, tu dis, bah jamais je suis footballeur, en fait. Ah ouais. Bah là, c'est pareil. Je pars en prospection. Si je me compare à Jordan Belfort, etc., bah, évidemment, tu vas jamais prospecter. Donc le cœur du problème, c'est que tu te crées une image de perfection que tu espères atteindre et que tu aimerais atteindre. Le problème, c'est que tu te compares aujourd'hui avec cette image de perfection. Donc non seulement ça te paralyse, mais en plus tu te dis que ton prospect attend de ta part ce niveau de perfection aussi. Donc tu te sens imposteur et tu ne passes pas à l'action. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, ça va t'amener à du découragement. Ça va t'amener du coup à distordre la réalité, c'est-à-dire que en vrai, tu vas pas être objectif sur ce qui se passe vraiment et sur le truc factuel, et tu vas être en dévalorisation permanente parce que quelque part, bah, ta comparaison, ça devient une preuve imaginaire de ton infériorité. Et ça, c'est important, c'est imaginaire. C'est te dire, je suis pas à la hauteur. Bah, du coup, tu as une comparaison qui est injuste dès le départ. Toi, tu es niveau 1,
Eux, ils sont au niveau 100. Tu peux pas comparer. C'est pas possible. Et puis c'est terrible parce que si tu t'aides pas toi-même, personne t'aidera. Et alors si toi-même tu pars du principe que tu n'es pas à la hauteur, malheureusement le passage à l'action devient quasi impossible. Et vraiment, la première chose que si ça vous arrive, vous comparez toujours aux autres, arrêtez de vous comparer. Regardez ce que vous faites. Notez vraiment, OK, moi je sais faire ça. Et vous notez. Mais quand je dis vous le notez sur un papier ou sur un ordinateur, peu importe, mais faut le conscientiser. Faut conscientiser vos compétences. Arrêtez de noter ce que vous savez pas faire. On s'en fout de ce que vous savez pas faire. Notez vos points forts. Notez ce que vous savez faire. Ouais. Et comme ça, on peut même noter, j'imagine, hein, mais noter la progression. Donc par exemple, premier jour, voici ce que j'ai fait, voici mes résultats. Puis si tu notes jour après jour et que tu vois une progression, ça commence à renforcer ta confiance en toi aussi, j'imagine. Exactement, exactement. C'est le principe aussi de suivre un peu tous les KPI. C'est le principe de se dire j'ai commencé par 5 prospections, je me suis pris 5 vents, et puis après j'en ai fait 10, ah bah j'ai eu 2 R1, et puis après j'en ai fait 15, ah bah j'ai un nouveau 2 R1, puis j'en ai un qui a signé, etc. Et le fait de suivre et de noter tous ces KPI, et ben ça te permet finalement, quand tu fais un récap, de dire finalement je suis pas si nul que ça en fait. Finalement Hmm. je porte pas un masque. En fait je suis moi-même et j'avance. J'ai déjà fait ça, je partais, j'avais 0, et j'arrive, ah bah j'ai déjà 2 R1. Alors qu'à la base, on partait sur complètement perdant, tu vois. Et ça, faut valoriser ces petites victoires. Et au fur et à mesure, plus tu vas en faire, et moins il y aura d'inconnus. Donc ton cerveau, il se mettra pas en mécanisme de défense, et il va dire, ah bah ouais, en fait, ça marche, parce que tu auras conscientisé le fait de ta progression. Mais si tu ne notes pas, et si tu n'en prends pas conscience, ça marchera jamais en fait. Tu peux pas, le cerveau il aura oublié. Si tu Ah, c'est notes, il dit intéressant. ok, c'est important pour moi. C'est intéressant. On pourrait creuser, j'ai hâte qu'on creuse les solutions. Juste un truc, je sais que tu parles parfois des filtres qui viennent polluer ta façon de voir le business. Et je te viens de partager un truc. J'ai eu un cas cette semaine d'un jeune qui avait beaucoup de mal, jeune 22-23 ans, et qui avait beaucoup de mal à passer à l'action avec la prospection. Et c'était assez intéressant, ça m'a fait penser à ce que tu partages souvent. Il me disait, en fait, à force de discuter et de comprendre pourquoi est-ce qu'il passait pas à l'action, parce que souvent le problème c'est que quand on passe pas à l'action, on trouve des raisons rationnelles externes. Donc il commençait par me dire, bah je suis en vélo, aujourd'hui il pleuvait, j'ai pas pu, aujourd'hui j'ai eu telle urgence, j'ai pas pu. Donc en tant que coach, les premiers jours ou voire même première semaine, tu peux croire à ça et dire bon bah c'est ok, t'as pas pu, bah on verra demain, après-demain, ainsi de suite. Puis à un moment, tu vois, tu sais que bon, tu peux ne pas pouvoir pendant 2-3 jours, mais au bout de 4-5 jours, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc j'ai commencé à pousser un peu la conversation et à un moment, il m'a lâché que son père lui répétait sans arrêt, parce qu'il partageait à ses parents sa volonté de se lancer, et son père lui répétait sans arrêt le fait que avant de lancer ta boîte, commence par être et te vendre, du coup, parce qu'il a compris que ça passait par la prospection. Et son père est dans le monde du commerce, je tiens à le préciser. Son père lui disait, commence par être commercial dans une boîte en tant qu'employé pendant quelques années, et quand tu seras bon commercial, là, tu auras des compétences de base pour monter ta boîte. Mais tant que t'as pas été commercial et que t'as pas fait des ventes pour une boîte qui existe déjà, tu seras pas capable de vendre tes propres services. Et en fait, ce gars-là que je coach, il entend ça tout le temps. Et son père lui répète ça tout le temps. Et ça m'a fait penser en fait à ce que tu partages, les fameux filtres. Dans d'autres contenus que tu as partagés, tu parles des filtres. Est-ce que tu peux me les rappeler? Je crois qu'il y a le filtre culturel, il y a le filtre perso. Ouais, c'est ça. Filtre culturel, filtre personnel et le filtre physiologique, mais on va pas trop en parler de celui-là. Parce que le physiologique, c'est nous, on est des humains et on voit pas le monde de la même façon qu'un chat, qu'un poisson, qu'un dauphin. Mais par contre, effectivement, filtre culturel, filtre personnel sont des filtres qui sont hyper importants parce qu'ils nous ont conditionnés depuis qu'on est né, en fait, depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère, on est conditionné par ces filtres-là. Ça veut dire quoi, filtre culturel? Ça veut dire que si on est en Europe, on n'aura pas la même culture que si on est dans un pays d'Asie. On n'aura pas la même culture que si on est en Afrique ou que si on est au Canada, en Amérique du Nord, etc., en Amérique du Sud. Ça, c'est déjà la première des choses. Et donc, forcément, si le filtre culturel, déjà, il n'est pas forcément, si on parle d'entrepreneuriat, très porté sur l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est le cas en France, ça peut être compliqué de lancer sa boîte et on peut se retrouver avec des réflexions comme ce papa-là. Et le filtre personnel, c'est l'éducation qu'on a reçue. Ça va être, je vais pas prendre des exemples, mais si je prends un exemple très rapide, on n'a pas la même vision du monde entre si on est un enfant qui a eu des parents violents que si on a un enfant qui a eu des parents aimants. Donc forcément, ça change notre vision du monde. Et là, c'est la même chose. On n'est pas la même vision si on a un parent qui est entrepreneur, enfin un ou des parents entrepreneurs, que si on a des parents qui sont salariés et qui trouvent que l'entrepreneuriat c'est trop risqué, c'est trop galère, c'est machin, c'est pas assez safe. Bah forcément, quand on rentre dans la vie active et selon comment on a été conditionné, on part pas avec les mêmes a priori sur l'entrepreneuriat en tout cas. En fait, c'est ça. Donc, ces filtres-là, c'est un peu en fait, c'est des filtres qui se posent sur ta vision. Et donc, tu vois le monde d'une certaine façon
à cause, alors ça pourrait être grâce, mais dans ce cas-là, c'est à cause de ces filtres-là. Et à partir de là, ça te développe du coup, si je comprends bien, des croyances limitantes. Donc, par exemple, ce jeune dont on parlait, mine de rien, il est passé à l'action, il s'est fait coacher, puis on va résoudre son problème, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça complique un peu le passage à l'action parce qu'il a ce filtre, du coup, la croyance limitante de son père qui est posée sur lui, et du coup, qui lui crée un syndrome de l'imposteur. Parce que là, ce qui se dit, c'est que c'est un imposteur d'aller prospecter parce qu'il n'a pas été commercial pendant plusieurs années. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu l'as très bien résumé. C'est sous prétexte que j'ai pas été commercial dans une boîte, je ne suis pas capable et je n'ai pas les compétences pour aller prospecter pour ma propre boîte. C'est une vision. Je sais pas si elle est juste ou fausse. C'est une vision ou une croyance du père. Mais il y a d'autres croyances. On peut se dire, ok, je peux aussi apprendre sur le tas. C'est ma propre boîte. Je sais ce que je vends et je vais apprendre de mes erreurs. Je vais progresser. J'aurai peut-être pas les résultats tout de suite, mais après, j'aurai. Et je développerai mes compétences comme ça. On peut voir aussi l'autre chemin. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais en tout cas, il y a des croyances qui peuvent nous limiter. Si, par exemple, ce coach-là dont tu parles, il se dit, finalement, je lance pas ma boîte, je vais me faire embaucher quelque part pour être commercial, c'est possible qu'il soit pas heureux, c'est possible que ça l'emmerde. Et en fait, ce qu'il va faire en tant que commercial dans une boîte, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'il va vivre, lui, en tant qu'entrepreneur, quand il va aller prospecter. Bah ouais. Tu vois? Donc, moi, je suis plutôt de je fais et je vois plutôt que je pense que. Donc voilà, c'est. D'ailleurs, pour l'anecdote, entre parenthèses, on a eu pas mal d'anciens commerciaux qui ont rejoint AGS et qui nous disent que le fait de vendre tes propres services, ça change absolument toute l'expérience. Et donc, oui, tu as deux, trois trucs un peu, des pratiques de commerciaux que tu as en tête quand tu commences à prospecter. Mais dans le fond du truc, tes peurs, elles viennent avant tout du fait que c'est ton propre service que tu vends. Et au final, ton expérience précédente, elle t'aide pas forcément. Donc, tu vois, pour ce jeune-là, typiquement, ça ne l'aiderait pas. Pas profondément. Ça va pas l'aider profondément, d'autant plus que quand tu vends tes propres services, t'es garant de ton image. C'est-à-dire que tu as Ouais. encore plus peur parce que tu dis, si le gars, je réponds pas à ses objectifs, à ses problématiques, machin, il va penser que je suis pas bon, et du coup, je vais me taper la honte, et machin, il va pas me recommander, il va me faire de la mauvaise pub, etc. Donc, je dirais, c'est même encore plus compliqué de vendre ses propres services que des services d'une boîte. Au final, tu t'en fous que tu vendes pas, voilà. T'es pas engagé personnellement, quoi. C'est pas ta personne à toi. Et c'est pas certain que parce que tu as bossé commercial dans une boîte, surtout que le boulot il est pas du tout le même entre commercial dans une boîte et quand tu as prospecté pour toi-même. Enfin, il y a quand même une différence, je trouve, de process, même de process, ne serait-ce de process, quoi, dans la qualif, dans tout. Ouais, non, mais 100%. Donc, ce que je comprends, c'est que très souvent, un syndrome de l'imposteur, donc cette peur d'être démasqué ou autre, ça vient très souvent d'une croyance limitante. Donc, ce serait quoi le schéma? Il faudrait d'abord identifier la croyance limitante et l'éliminer pour éliminer le syndrome de l'imposteur? Entre autres, alors il y a de multiples causes, mais effectivement, à partir du moment où il y a une croyance limitante, ça veut dire qu'il y a une peur. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme de défense qui se met en place dans le cerveau parce qu'il se dit, ouh là là, je suis jamais allé faire ça. Je sais pas comment ça marche, on n'y va pas. Du coup, j'ai peur. Du coup, je me limite et je trouve tout plein d'excuses rationnelles, comme tu disais. Ah, il pleuvait, machin, etc. La voiture démarre pas, je peux pas y aller, machin. Donc, et on se persuade de ça, le pire. Et après, on est de mauvaise foi. Mais non, mais tu comprends, j'ai pas pu le faire, franchement. Je pouvais pas y aller, là. Il pleuvait, t'as vu ça, c'est pas possible. J'allais arriver trempé, il va pas me prendre au sérieux. Et on rationalise le truc. Et donc, ça, c'est terrible. Donc, la croyance limitante, il faut l'identifier. Et en vrai, c'est pas dur à l'identifier. Parce qu'au fond de nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on sait ce qui nous empêche d'y aller. On sait. Il y a une peur. Et en vrai, au fond de nous, on sait. Donc, là-dessus, moi, ce que j'invite à faire en général, c'est de leur dire, OK, identifie tes croyances limitantes sur la prospection. Très souvent, on va avoir des croyances comme je vais déranger les gens. On va avoir des trucs... mais de toute façon, il n'a pas besoin de mes services. Et puis, il va m'envoyer chier. Parce qu'on a c'est pareil. Cette expérience, il va m'envoyer chier. En fait, les gens, ils comparent parce qu'ils se font prospecter en tant que B2C, donc d'entreprise. SFR, le CPF. Voilà, le truc, les panneaux solaires sur le toit. Toi, t'es particulier, tu t'en fous. Ils appellent à tour de bras n'importe qui. Forcément, tu raccroches, quoi. Mais là, quand c'est entre B2B, entre entreprise, c'est admis, la prospection. Parce que l'entreprise que tu vas aller prospecter, elle prospecte aussi de son côté, dans tous les cas. Donc, c'est admis. Il y a une sorte de respect mutuel entre deux chefs d'entreprise. C'est comme ça. Donc, déjà, on a cette croyance-là aussi que, voilà, la prospection, c'est mal vu. C'est mal vu de B2C, mais pas de B2B. Enfin, en tout cas, selon si elle est bien faite à ce niveau-là. Donc, vraiment, ce que j'invite à faire, c'est noter vos croyances limitantes. C'est-à-dire que vous notez 3 croyances limitantes. Ça me fait peur. Je vais m'en faire envoyer chier. Ils n'ont pas besoin de moi, etc. Et vous répondez à 3 questions. Comment je peux en être sûr que c'est vrai à 100%? Est-ce que tous les entrepreneurs
qui réussissent pensent comme ça? Et quelle autre interprétation plus positive je peux avoir de ces croyances limitantes? Ah, intéressant. T'as un exemple de ce troisième point? Alors, par exemple, l'idée c'est de reformuler chaque croyance avec un angle positif. Par exemple, ah ben j'ai peur d'aller déranger. Hmm. Eh ben ça peut être, non en fait, les gens ils apprécient un bon échange si ils sentent qu'on peut les aider, tu vois. Si t'as bien fait ta qualif, tu vas voir un mec normalement qui a une problématique, qui a un besoin que toi t'as identifié. Donc tu peux l'aider. Et les gens, ils sont jamais, on va dire, fermés à l'aide. À partir du genre, t'arrives, t'es sympa, il y a une conversation qui se crée, et ben, tu changes cette perception de je vais déranger en, bah non, moi je veux un bon échange s'ils sentent que je peux les aider, tu vois. En fait, au lieu de t'imaginer seulement le scénario négatif, tu prends le temps de t'imaginer aussi le scénario positif. Tiens, d'ailleurs, là-dessus, un truc intéressant, on fait comme tu sais, des coachings de groupe plusieurs fois par semaine, et des fois on fait écouter des enregistrements de prospection, etc. Et j'ai remarqué, il y a toujours une sorte de déclic qui se fait, un effet wow parmi les participants, quand on entend quelqu'un donc un des coachés qui appelle et que la personne au bout du fil dit ah bah vous tombez bien, c'est un dossier qu'on avait sur le bureau en ce moment. Et tu vois les gens qui ouvrent les yeux en mode mais est-ce que c'est possible qu'un prospect te dise que tu tombes bien? Et en fait ils se rendent compte que oui, ils ont la preuve au téléphone que ça peut marcher. Et ça, c'est incroyable. Ça montre à quel point on s'imagine que les pires scénarios, que les pires trucs, et on oublie qu'il y a des gens qui vont être agréablement surpris par l'appel. Aussi, quand on fait de la prospection physique, par exemple, c'est quand même une grosse implication. Il y a des prospects qui sont ultra agréablement surpris par l'implication des gens qui prospectent, mais ça, on le voit jamais. On s'imagine que le scénario où on se fait envoyer bouler. Exactement, mais c'est parce que le cerveau pense comme ça. Il pense d'abord à se protéger, donc forcément, il se dit oh mais attends, ça j'ai vu des mecs qui se faisaient envoyer bouler en prospection, du coup j'y vais pas. Et il fait un résumé de toute l'expérience que le gars a vu soit sur les réseaux, soit machin. Et on voit pas ces trucs positifs en fait sur les réseaux. On voit pas cette chose positive sur la prospection. Il y a un truc que j'aime bien quand Enzo il fait ses calls à froid, enfin tu sais en direct, il appelle. C'est que en vrai jamais, enfin sauf s'il coupe ou quoi. Mais en vrai, ça se passe toujours très bien. Qu'il signe ou pas le rendez-vous, peu importe. Oui. Mais les gens, il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème. Et ça se passe plutôt bien, l'échange est bon. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut en montrer plus de choses comme ça justement pour qu'on change le système de pensée, de croyance du cerveau en disant mais en fait non, ça peut se passer bien la prospection. Et dans la majorité des cas, mais ça se passe bien. Ça. Enfin, franchement, moi j'ai pas un coaché qui m'a dit oh, je me suis fait insulter, etc. Enfin, c'est jamais Non, arrivé. ça n'arrive pas. Le pire qui puisse t'arriver, en réalité, c'est de te faire raccrocher au nez, ce qui veut simplement dire que la conversation s'arrête et tu passes au prochain. T'as même rien de négatif concrètement. Tu peux même te dire que c'est la personne qui raccroche qui vient de perdre quelque chose, en fait. Mais exactement, tu vois, quand on me disait reformuler positivement, bon bah ok, bah, tant pis, c'est toi qui... Moi je peux te rappeler, il n'y a pas de problème. Et en plus, quand on a aussi ce syndrome de l'imposteur, on prend tout pour nous. C'est-à-dire que le gars, il nous raccroche bah, parce qu'il nous aime pas, mais ça n'a rien à voir parce qu'il nous aime pas. C'est que le gars, peut-être que, bon, il avait pas envie de parler, peut-être qu'il était pressé, peut-être qu'il a divorcé avec sa femme juste avant, peut-être que, enfin, on n'en sait rien, tu vois. Il Ouais. appelle pas au bon moment, machin. Il y a plein de trucs, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas toi, il t'en veut pas à toi. Donc du coup, voilà, c'est next. Pas de problème. C'est fou, hein. On a toujours en fait, mais je pense que c'est aussi quelque chose. Non seulement, comme tu l'as dit, le cerveau est en mode défensif, mais aussi on a toujours l'impression d'être le personnage principal, tu vois, et que les gens vont s'intéresser excessivement à nous, voire même creuser qui on est jusqu'à trouver si on est légitime ou si on est un imposteur, etc. Alors qu'en réalité, moi j'aime bien prendre un exemple. Demain, si t'as une fuite d'eau chez toi, t'appelles un plombier, le gars arrive et dit bonjour, je suis plombier. Bah tu demandes pas son CV, tu dis ok, bah, t'es plombier, tu vois. Bah nous c'est pareil, on va avoir une boîte bonjour, je fais un site web, ok, next. Et si toi, par contre, tu commences à bafouiller parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu as ce fameux syndrome de l'imposteur, et que ça passe trop facilement à tes yeux, donc tu viens t'auto-saboter sans te rendre compte dans le reste de la conversation, bah là, le gars va commencer à te demander ton portfolio. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, les gens s'en rendent pas compte. Et juste une anecdote très drôle à ce propos-là, j'ai fait une conférence à Toulouse, je sais plus si c'est à Toulouse ou à Montpellier, mais bref, et il y avait un gars qui était, il y a deux gars en fait, qui étaient en retard. Et justement, autour de la table, on avait quelqu'un qui est membre d'Ecosystem depuis bien longtemps, qui avait un gros syndrome de l'imposteur et qui a environ 40-45 ans. Et on parlait justement de son gros syndrome de l'imposteur et il me disait j'ai l'impression que quand je vais voir un prospect, ça se voit à ma tête que je suis pas un expert du web, que j'ai jamais prospecté, ça se voit sur moi que je suis pas bon. Il a vraiment une grosse croyance comme ça négative de lui-même. Et donc il y a ces deux gars qui arrivent en retard à la conférence, donc il n'avait pas entendu tout ça quand ils sont arrivés. Et je me suis amusé, j'aurais dit tiens les gars, dites-moi, à votre avis, je vais pas dire son prénom, lui là, qui est assis juste ici, à votre avis, il génère combien par mois? Et là, t'as les deux gars qui le regardent, qui font, ah ouais, bah, c'est un gars, il a l'air sûr de lui, certain âge, il a l'air bien stable. Oh,
un bon 15K par mois. Et tiens, c'était hilarant. L'autre se prenait un peu pour une merde, avait l'impression que ça se lisait sur son front, et t'as les deux qui débarquent en disant ce gars-là, il est costaud, tu vois. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Et ce qui est fou, c'est cette capacité qu'on a à croire une perception que les autres ont de nous, juste parce que nous, on pense qu'ils ont cette perception-là de nous. Je sais pas si cette phrase elle est française, mais on pense à la place des autres. On a cette capacité à se dire, parce que moi je me sens comme ça, les autres me voient comme ça. Et en fait, c'est juste pareil, à nouveau, une propre perception à nous, en vrai. Et là, l'exemple que tu as montré, il illustre super bien. Ouais, c'est ça, le syndrome d'imposteur. Ouais, c'est l'impression qu'on a un masque. Et ouais. Et du coup, les solutions, c'est quoi? Il y a la première solution, donc si ça vient d'une croyance limitante, c'est de trouver éventuellement la croyance limitante en question et peut-être travailler à la source. Sinon, ça peut être, comme tu viens de le dire, si je le comprends bien, c'est d'accepter qu'on va laisser parler les faits. Donc plutôt que d'essayer de décider ce que les gens vont penser, on va juste passer à l'action et voir ce que les gens pensent et le vivre avant de porter un jugement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres trucs, d'autres exercices, peu importe, que tu pourrais suggérer pour aider à résoudre le syndrome de l'imposteur? Ouais. Il y a un truc qui est important, c'est vraiment ce recadrage de croyances. C'est vraiment se dire, je viens vous voir, et je me rends disponible pour vous plutôt que je vous dérange. Il y a vraiment ce recadrage à faire. C'est hyper important comme exercice à faire. C'est un bon moyen en fait de repartir sur de la motivation et de comprendre que c'est qu'un mode de pensée. Après, il y a aussi le fait dans le syndrome de l'imposteur, de croire qu'il faut que tout soit parfait pour réussir, pour aller prospecter, etc. Et en vrai, il faut accepter l'imperfection. Si tu n'acceptes pas l'imperfection, tu vas rester coincé. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas d'y aller en disant, OK, c'est possible, là je me sens pas à l'aise, etc. C'est possible que ça se passe pas comme je l'imaginais aussi bien. En fait, c'est pas grave. T'apprends juste. Et ça, c'est hyper important d'accepter cette imperfection-là, parce que si tu l'acceptes pas, tu vas à nouveau retrouver des excuses rationnelles pour dire, alors attends, mon audit, il est pas assez bon. Bah attends, il fait pas assez beau. Et puis s'il fait pas beau, du coup, le gars va être de mauvaise humeur, donc j'y vais pas, etc., etc. Tu vas trouver tout plein d'excuses. C'est pour ça qu'accepter l'imperfection. Alors quand je dis imperfection, ça veut pas dire négligence. Il y a une différence entre quelque chose d'imparfait et quelque chose de négligé. Hein. Mais franchement, entre toi et moi, combien d'approches tu as faites et combien étaient des approches parfaites? Oh, ah ouais. Une minorité, si ce n'est pas zéro, quoi. Est-ce que ça t'a empêché de signer même quand c'était pas parfait? Ah non, parce qu'il y a des facteurs tellement... Il y a certains facteurs plus importants que l'autre et qui peuvent étouffer. Et j'entends souvent dans des enregistrements de prospection, justement, des gens qui disent un peu n'importe quoi, qui bafouillent, qui se trompent de mots. Des fois, tu sais, avec le stress, j'entends dans les calls qu'ils enregistrent que, voilà, il y a du vocabulaire qui saute. Mais par contre, tu vois, un truc que j'aime bien dire, c'est que le sourire et la bienveillance lors de la prospection effacent tout le reste. Et il y a un gars, je vais le citer, Benoît, par exemple, qui est dans AGS, que j'aime beaucoup pour ça. C'est un gars qui est super solaire et qui est extrêmement stressé par la prospection. Mais quand il prospecte, il est tellement solaire, il envoie tellement un sourire, et je pense que c'est un sourire forcé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se force à sourire, il sait que c'est important, mais il envoie tellement un sourire et de la bonne humeur, que même quand il dit un peu n'importe quoi dans sa première approche, tu vois, dans la première phrase, c'est pas grave, ça passe tout seul, tu vois. Et le prospect en face, il écoute. Non mais non mais c'est exactement ça. En fait, puis le prospect il va être bienveillant en face dans tous les cas. À partir du moment où tu crées j'ai vibes j'ai pas le mot en français là qui vient. Pourtant je suis nul en anglais, mais un bon feeling. Enfin tu sais quand il y a une bonne Bonne vibe, ouais. atmosphère, le prospect il va être bienveillant dans tous les cas. Il va même te sortir peut-être une petite vanne. Ah là vous stressez, tu vois. Ça m'est arrivé, je me rappelle dans mes premières prospections. À un moment donné tu bafouilles un peu, tu trembles, t'as la voix un peu tremblotante. Et le gars il fait c'est bon installez-vous, on va prendre un café, détendez-vous, tout va bien se passer. Et ben mine de rien, le fait qu'il était bienveillant derrière ça détend l'atmosphère. Et en plus, je l'ai signé ce client-là, c'était un de mes premiers. Et ben, le gars, il aurait pu dire, ouais, allez, c'est bon, lui, il connaît rien, machin. Mais en vrai, ça se trouve que lui, il a eu la même expérience que moi quand il a prospecté ses premiers clients. Donc, il s'est peut-être dit, voilà, le gars, il vient en plus en physique et tout, c'est sympa. Ok, on va se détendre, quoi, tu vois. Et on sous-estime ça, en fait. On sous-estime la bienveillance de la personne qui est en face. Et ça, c'est en prospection, je trouve, on le sous-estime vraiment. Parce qu'on croit toujours que le mec, il est débordé, il va jamais nous accorder du temps, etc. Mais en vrai, c'est pas vrai. Et il peut se passer comme
ah ben, justement, on avait ce dossier sur le bureau. Et le gars, bah, ça détend direct l'atmosphère. On s'imagine que le seuil de tolérance, il est là, alors qu'en réalité, il est plutôt à la moitié et que les gens vont se compte. Une approche bien structurée et où tu as l'air bienveillant peut parfaitement passer. Et donc, comme tu l'as dit, ça veut pas dire qu'il faut faire le travail à l'arrache, mais si tu fais la base, que tu vas voir des gens de façon personnalisée, bien qualifiée, que tu vas voir les bonnes personnes parce qu'elles ont un besoin et que tu peux régler un problème qu'elles ont, et que tu fais ça avec le sourire, même si l'exécution n'est pas parfaite, t'as quand même une chance sur deux que ça passe. Mais bien sûr. Et cette imperfection, en fait, elle va te faire grandir. C'est-à-dire que quand tu commences un jeu vidéo, tu es au niveau 1. Tu joues pas parfaitement pour monter au niveau 100. Tu vas galérer, tu vas monter niveau 2, niveau 3, niveau 4, machin. Si on te donne, t'as un bonus, tu montes directement au niveau 100. T'arrives au boss final, mais tu te fais rétamer en 2 secondes. Ouais. Du coup, tu redescends, boum, bah, tu repars niveau 1, niveau 2. Si tu acceptes l'imperfection, tu montes niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 50. Entre-temps, tu auras eu des obstacles, tu n'auras pas tout fait parfaitement. Si on te donne le bonus pour aller au niveau 100, tu vas te faire rétamer aussi peut-être. Tu vas redescendre au niveau 1, mais tu vas vite remonter au niveau 50. En vrai, parce que tu auras eu toute ton expérience qui te permet de remonter au niveau 50. Et ben, la prospection, c'est exactement ça. Si à un moment donné, tu prospectes, tu as fait plusieurs prospections, 40, 50 prospections, à un moment donné, t'as un nom. Ça va pas te refaire redescendre au niveau 1. Ou au pire, ça te refait redescendre au niveau 1 parce que mentalement, mais chier, mais tu vas repartir directement. Par contre, celui qui prospecte une fois de temps en temps, eh ben, il arrive, il se prend 2 noms de suite. Est-ce que 2 noms de suite, ça veut dire que ton approche, elle est pas bien faite, etc. Non, 2, c'est rien du tout en termes de volume. Et en fait, en vrai, le volume annule la chance, donc le volume annule la perfection. Ouais. Tu vois? Ouais, Et 100%. enfin, annule la perfection. C'est pas que ça annule la perfection, mais en tout cas, ça l'amenuise. Parce que avant d'être parfait dans une approche, voilà, ça peut arriver. Mais en fait, tu gagnes des points de compétence tout au long que tu avances dans ta prospection. Donc en fait, la meilleure façon de dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est de trouver quelque part le courage, la motivation, la discipline, je sais pas comment on peut l'appeler, de passer à l'action malgré tout, pour aller chercher par l'action le niveau qui te permet d'avoir le résultat que tu veux. C'est ça. C'est vraiment de changer de prisme en disant, OK, oui, j'ai peur. Ça, il suffit pas de dire, ouais, de toute façon, moi j'ai peur de rien, j'y vais, machin. OK, t'acceptes que t'aies peur. Tu identifies pourquoi t'as peur. Tu recadres la croyance. OK, ben en fait, je vais juste avoir une discussion avec un mec, quoi. Ouais. Basta. Ça demande un peu de travail, évidemment. Mais par contre, si t'es convaincu de ça, si tu veux faire entrepreneur, si tu veux aller à ton objectif, eh ben, ton why, justement, émotionnel, il doit être plus fort que l'inconfort. Donc la raison, le pourquoi tu entreprends doit être assez fort pour te faire oublier pour masquer du moins cette peur que tu ressens avec le syndrome de l'imposteur. C'est vrai, hein. C'est vrai, juste pour illustrer ça, si demain, je sais pas, prendre un cas un cas réel, mais un peu terrible, on a eu, encore une fois, un jeune qui, sa grand-mère a des problèmes de santé, et lui, ce qu'il voulait, c'était pouvoir payer un appartement plus grand pour que la grand-mère vienne vivre avec lui et sa mère. Enfin bref, donc, tu vois, c'est pas un cas joyeux, mais typiquement, il était face à une problématique personnelle tellement forte que toutes ces peurs qu'il pouvait avoir avec sa prospection, le business, etc., mais elles étaient effacées. C'était incroyable. T'avais l'impression qu'il n'avait pas de peur, mais en fait, c'est simplement parce qu'il avait un cas personnel tellement lourd que ça masquait, ça effaçait tout le reste. Donc, faut effectivement, donc c'est bien. Il y a plein de solutions. Donc, il faut aussi, parmi les autres solutions, trouver quelque chose qui te motive suffisamment pour passer à travers ces peurs que tu ressens. C'est ça. En fait, c'est un mélange de tout, parce qu'on parle du syndrome d'imposteur, mais en fait, il y a plein de trucs qui viennent se greffer. Et là, ce why-là, il est hyper important, parce que t'auras beau mettre en place tout ce que tu veux, si t'as peur, on te dire, oh, mais au final, si je peux bifurquer et devenir commercial dans une boîte, bon, c'est pas très grave, tu vois. Ouais. Et comme tu l'as évoqué avec l'exemple, si émotionnellement, t'es prêt à tout pour vraiment vivre ta vie, et je dis pas ça en vendeur de rêve, quoi. Si vraiment tu fais ce qu'il faut pour atteindre ton objectif, émotionnellement, c'est super fort, c'est plus fort que l'inconfort, donc les peurs, elles vont sauter. Elles seront peut-être toujours là, les peurs, mais en fait, ce sera tellement supérieur que, en fait, t'as un super pouvoir, quoi, derrière. Pas de plan B. En vrai, si on schématise, pas de plan B. Ah, c'est bon ça. Donc, avoir un pourquoi qui est fort, travailler les croyances limitantes de base, travailler aussi et se visualiser des issues positives plutôt que seulement voir ce qui peut bloquer. C'est un point important. Un truc que j'aimerais ajouter aussi comme une solution que j'ai
en tout cas, vu comme étant assez efficace dans le coaching. Ça, on crée des groupes et j'ai remarqué que alors il y en a certains, c'est officieux au coaching, hein, mais nous, on met les gens en relation, après ils font bien ce qu'ils veulent et puis justement, on a vu qu'il y avait quelques membres de AGS qui se rencontraient, sur Zoom régulièrement pour faire de la prospection ensemble en même temps. Donc, tous ont la même peur, tous ont peur de prospecter, tous, paniquent un peu, mais justement, c'est une blague entre eux, mais du coup, le fait d'être en groupe et de tous admettre avoir la même peur, ça les motive et donc ils font un truc que j'ai trouvé assez cool. Ils se connectent à 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ils se mettent tous sur Zoom. Ils coupent le son de l'ordi, et puis ils prospectent en même temps. Donc ils s'écoutent pas, c'est pas comme du roleplay, ils s'écoutent pas, juste ils le font chacun de leur côté, mais en sachant que les autres sont là à faire la même chose. Et ça les motive à passer à l'action. J'ai l'impression que syndrome de l'imposteur, ça c'est un autre des points qui peut aider, c'est de se connecter à d'autres gens qui vivent la même chose et de partager cette peur dans le passage à l'action pour s'aider à y aller. Yes, tout à fait. Et en plus, ça crée un effet de groupe. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es le seul qui va pas, tu vas pas te sentir intégré au groupe. Ah ouais. Tu sais que j'ai plus le nom de l'expérience là comme ça, mais il y a des mecs qu'on fait croire que ce qu'ils voyaient au tableau c'était un carré alors que c'était un rond. Juste à une ou deux personnes qui étaient pas dans la blague entre guillemets, dans l'expérience. Donc tous les autres disaient ok vous allez dire que c'est un carré alors que c'est un rond. Les deux autres arrivent et ben à la fin ils finissent par dire ouais c'est vrai on voit un rond, on voit un carré, je sais plus. Enfin Ouais, l'inverse, le truc impossible juste par l'effet de groupe en fait. ils se plient au groupe en fait pour adhérer. Ah ouais. Donc là, si tu arrives et que tu es le seul à pas faire tes prospections, tu rentres pas dans le groupe. Donc, tu vas avoir émotionnellement, tu vas passer au-delà de l'inconfort. Parce que tu veux pas qu'on dise, ah, Pascal, c'est le seul qui est pas passé, tu vois. Ah ouais. Et donc, du coup, ben, il y a un effet de groupe, il y a une émulation qui se crée. C'est Ah, hyper fort, ça aussi. c'est bon ça. Donc, créer un effet de groupe, rejoindre un groupe de gens qui te ressemblent et qui ont les mêmes problématiques que toi, travailler tes croyances limitantes, passer à l'action malgré tout pour te prouver que c'est possible par l'action plutôt que de penser à la place des autres. Et puis, écoute, arrêter la comparaison. Ah oui, c'est un point important qu'on a dit aussi. Arrêter la comparaison, qui est souvent fausse d'ailleurs, parce qu'on se compare à une image virtuelle. Bon exemple avec avec Instagram, etc. On se compare à une image qui est artificielle au lieu de se comparer à. On compare notre intérieur avec l'extérieur des autres au lieu de comparer deux intérieurs de réalité. Écoute, ça fait déjà pas mal de points. Merci beaucoup. Ouais, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des ressources que tu as envie d'ajouter, soit des conseils que tu as envie d'ajouter par rapport à ça, soit des ressources que tu as envie de partager, si quelqu'un veut creuser, genre un livre ou une vidéo ou ce genre de ressources, si quelqu'un a envie de creuser la thématique du syndrome de l'imposteur? Ouais. Alors, bon, il y a un bouquin, évidemment, de Pauline Clance, c'est elle qui a défini le syndrome de l'imposteur dans les années 80, qui est un incontournable si on veut comprendre un petit peu comment fonctionne ce syndrome-là. Et après, je dirais, en conseil ou en suggestion, ayez conscience, en fait, que l'inconfort est normal dans votre progression. Parce que chaque niveau que vous allez monter, forcément, ça va créer un niveau d'inconfort parce que vous le connaissez pas. Quand on a une nouvelle promotion dans un boulot, eh ben, on a un doute. Est-ce que je vais être capable, etc. Quand on est amené à faire un nouveau projet, on va un doute parce que est-ce que je vais pouvoir mener à bien le projet, etc. Est-ce que tout va bien se passer? Quand on ouvre sa boîte, qu'on monte son entreprise, on a un doute. Est-ce que je vais être capable, etc. Et en vrai, quand on commence à douter quelque part, moi je dis c'est plutôt bien parce que ça veut dire que bon, on se lance pas tête baissée comme comme une tête brûlée, mais c'est normal d'être dans l'inconfort, c'est normal de ressentir ça. On a donné quelques clés justement pour surpasser cet inconfort-là, mais c'est normal. Tout le monde passe par là, même les gens avec qui vous vous comparez et qui réussissent aujourd'hui, c'est que vous voyez pas la partie immergée de l'iceberg, vous voyez uniquement la partie qui est émergée et qui est 20% en fait de tout ce qu'ils ont traversé, les 80 autres % où ils ont douté, où ils ont eu des obstacles, où ils ont failli abandonner, etc. Donc c'est normal, et c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer. C'est con dit comme ça, mais si on veut passer ce syndrome-là, pour moi c'est normal. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut travailler sur soi, son estime de soi en profondeur. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez voilà dans les coachings, etc. Parce que à chaque fois, les je ne suis pas à la hauteur et tout, transformez-les en plutôt j'apprends et j'évolue. Et ça, c'est pour moi indispensable. Sinon, si on n'est pas conscient qu'il y a de l'inconfort et si on n'est pas conscient qu'on a des croyances limitantes et qu'on va se complaire là-dedans, c'est-à-dire qu'on va rester figé, ah bah c'est comme ça, j'ai peur, j'y vais pas, machin, et on va se créer des excuses rationnelles, et ben c'est notre ego en fait. On va rester dans notre ego, quitte à être de mauvaise foi à fond. Du coup, vous n'allez pas bouger. Et donc, il faut avoir cette audace de bouger et de se dire, ok, c'est normal que j'ai peur. Et en même temps, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Ouais. Tu vas prospecter, pire, t'as un nom, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, ok,
Et so what? C'est vrai que le meilleur des cas qui est l'encaissement pour le coup explose et enterre complètement le pire des cas qui sera un simple nom ou un raccrochage au nez quoi. Et un dernier truc, je vois, et je pense que tu dois le voir aussi chez les coachés, tant qu'ils n'ont pas signé un deal, tu sais, ils sont toujours dans le doute. Putain, ça marche pas. À partir du moment où tu as un contrat qui est signé, mais derrière, comme par hasard, ça enchaîne. Et derrière, Ouais. ils disent, putain, en fait, ça marche. En fait, c'est bon. Et comme s'ils disent, ah, mais je suis compétent, je suis légitime, je peux y aller. Tu vois? Et je pense à Lucas, à 19 ans, il signe un contrat à 6006. 19 ans, il va avoir une boîte qui fait je sais plus combien de millions de chiffre d'affaires. 19 ans. Et avant, il stressait. Il dit, putain, Pascal, mais quand ils vont me voir, je suis tout jeune, je suis tout gamin, machin, etc. Putain, il a débloqué le truc. Derrière, il fait, mais en fait, c'est bon, ils s'en foutent de mon âge. Mais bien sûr. Et tu vois, et derrière, ça part, quoi. Derrière, le mec hyper motivé, tu vois. Parce que, voilà, il a eu la preuve comme quoi il était compétent. Enfin, il a eu cette preuve-là qui lui amène, je suis compétent. En fait, il l'était déjà, mais il le savait pas. Oui. Mais il a eu cette preuve-là. Et c'est ça, en fait, qui fait à un moment donné que ça bascule du bon côté. Et il y en a qui sont pas capables d'attendre ce moment-là. Alors, il y en a, ça va faire 15 jours. Il y en a, ils vont mettre 2 mois avant de signer quelque chose. Mais il y a toujours à un moment donné, si tu persévères et si tu y vas, il y a cette bascule-là qui te fait dire, putain, en fait, je suis compétent. Ouais. C'est super intéressant. Et si je peux me permettre de compléter ça, n'hésitez pas à aller voir des gens qui ont accompli ce que vous voulez accomplir. Tu vois, ce Lucas, par exemple, il a 19 ans, il a réussi. Bon, bah, si toi qui regardes la vidéo, t'as 18 ans, 19 ans, tu te dis, ah, je suis trop jeune pour prospecter. Mais approche des gens comme Lucas qui ont fait ce que tu veux faire pour venir comprendre. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, mais parler à des gens. Tu vois, un truc que j'aime bien l'aviation, le monde de l'aviation. Et je me posais toujours beaucoup de questions par rapport au fait de passer son permis pour conduire un pilote un petit avion, etc. Et c'est un truc que je diabolisais un peu, tu vois, comme quoi j'ai l'impression que t'es né pilote ou pas, tu vois. Et que ta vision, moi ma vision, je suis myope. Ta vision, ça peut être un no-go total ou bon. Et tu vois, j'ai un très bon ami qui passe son brevet de pilote et puis je me rends compte que en parlant avec lui, bah finalement c'est comme un permis de conduire. En fait, tu peux passer de j'ai jamais conduit à je conduis une voiture tous les jours et je m'en rends même pas compte. Et bah l'avion c'est pareil, à peu de choses près. Et tu vois, c'est en parlant avec des gens qui ont accompli ce qu'on veut faire qu'on arrive à comprendre que finalement bah, c'est atteignable et ça nous permet de transformer quelque chose qui a une montagne en plein de petites marches et si on comprend comment on peut y arriver, bah forcément ça devient faisable. Donc allez parler à des gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Et je dirais, pour finir sur une punchline, tu ne demandes pas à un pauvre comment devenir riche. Tu vas voir un riche pour savoir comment devenir riche. La métaphore, elle est peut-être un peu, un peu osée, mais c'est ça, en fait. Il n'y a Eh pas, ouais, voilà. faut aller chercher l'information à la source. C'est ça, exactement. Écoute, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Je suis content qu'on ait pu creuser ce sujet. Ça fait un petit moment que je voulais qu'on parle de mindset sur la chaîne. Là, on a ouvert avec le syndrome de l'imposteur. On a évoqué pas mal de choses. Ouais, il y a un truc que j'aimerais beaucoup qu'on travaille peut-être dans de futures vidéos. Dites-nous en commentaire si ça vous chauffe. Mais tu as évoqué deux sujets. Déjà, l'idée des filtres. Le truc des filtres culturels et personnels. Et à quel point ça peut te bousiller ton expérience entrepreneuriale. Je serais très chaud pour qu'on en reparle et qu'on voit comment devenir, je sais pas moi, imperméable à ces filtres. Et le deuxième point, c'était au niveau du why, du pourquoi. Comment est-ce qu'on trouve et on établit un bon pourquoi, un pourquoi qui est motivant, un pourquoi qui est plus fort que la peur du passage à l'action. Ça, c'est des sujets que j'aimerais beaucoup qu'on creuse. Donc, dites-nous en commentaire si ça vous chauffe, si toi t'es chaud aussi. Bah, écoutez, moi en tout cas, je le suis. Bah, avec grand plaisir, je suis chaud aussi. Eh bah, magnifique. Dites-moi en commentaire. Et puis, Pascal, bah, encore un grand merci. Un grand merci. Et puis, j'espère bien te retrouver très rapidement dans une prochaine vidéo. Yes, avec grand plaisir. Merci à vous, merci à tous.